21 degrés à Chibougamau. Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Il est avocat, docteur en droit et chroniqueur une fois 2 semaines avec nous depuis les dernières semaines. Frédéric Bérard, salut. Salut! On va revenir avec un sujet qu'on avait abordé ensemble. En fait, le fameux dossier de l'expression « personne ayant un vagin », parce que le juge en chef de la Cour suprême du Canada se désole de la controverse entourant cette expression qui a rebondi en mars dernier à l'Assemblée nationale. Il y avait même une motion qui avait été adoptée, rappelez-vous, à l'unanimité. Le juge en chef, Richard Wagner, y voit une dérive et un exemple inquiétant de désinformation. Est-ce que c'est courant de voir le juge en chef faire comme ça une sortie médiatique et pointer des élus dans un dossier précis? Non, c'est excessivement rare, puis ça s'explique bien. Hein? Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, vu la séparation du pouvoir entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, a nécessairement un devoir de réserve, ce qui s'imagine assez aisément. Dans ce cas-ci, pour que Wagner sorte donc publiquement avec les pointes que tu soulignais, c'est qu'il a été drôlement pincé. Et c'est quoi, Frédéric? Il a parfaitement raison. Parce qu'avec le populisme ambiant en Occident, là, c'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire, on désinforme. Et là, on parle d'élus, là, on parle de gens qui ont des ressources, qui ont des recherchistes, qui peuvent, on espère, lire et qui doivent lire des décisions avant de les commenter. Alors, très clairement, c'est pas ça qui est arrivé. Et là, on a insinué que la Cour suprême invisibilisait les femmes. Et ça, écoute, je sais pas comment te le dire ça, là, mais c'est d'une débilité profonde, là, parce que la décision en question, c'est la décision Kroc, qui est la décision probablement la plus féministe des dernières décennies au Canada, en disant, si tu te souviens, en matière d'agression sexuelle, quand la femme te dit « j'ai été pénétrée », on n'a pas besoin d'expertise médicale comme telle. En d'autres termes, on va lui donner le bénéfice du doute. Alors, malgré ça, certains, dont Saint-Pierre Plamondon et Biron, ont trouvé une manière de dire qu'on invisibilisait les femmes parce qu'il y avait à un endroit dans la décision personne ayant un vagin, alors qu'on indiquait le mot « femme » à 70 autres endroits. Et la personne ayant un vagin, c'est ici très, très, très contextuel pour expliquer justement l'aspect pénétration de l'affaire. La ministre députée Martine Biron a pris acte de cette... Elle ne sonnait pas trop offusquée, même si elle a dit donc reconnaître qu'il y avait eu peut-être une certaine dérive. Mais comment expliquer que le Parti québécois persiste et signe dans ce dossier-là et n'accepte pas cette remarque du juge Wagner? Ben, c'est drôle, j'étais avec des amis hier, des gens qui étaient assez proches et qui sont assez proches de Saint-Pierre Plamondon. C'est un ultra méga orgueilleux et qui est incapable de se faire dire tu dis n'importe quoi là. Et là, il persiste et signe en disant j'ai lu la décision. Ben je vais te dire, Frédéric, si Saint-Pierre Plamondon a lu la décision, moi je m'appelle Patoff et je vole. Parce que c'est impossible de lire celle-ci et te dire ben voilà, les femmes sont invisibilisées. C'est tout à fait le contraire. Et l'affaire aussi qu'il faudrait pas oublier, c'est que ça, c'est le jeu d'émotion, hein, où on essaie de coincer les autres parties. Ben, ils ont eu à peu près 25 minutes pour réagir. Est-ce que Saint-Pierre Plamondon a eu le temps de lire une décision de 300 pages en 25 minutes? C'est impossible. J'ai un doctorat en droit, là, je fais ça dans la vie, lire des décisions, là, c'est mathématiquement impossible. Donc, la vérité, c'est que Saint-Pierre Plamondon a menti, et là, il persiste et signe dans son mensonge, et là, ça commence à devenir drôlement gênant. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression que tout le monde l'a lu à l'Assemblée nationale, cette fameuse décision, même le gardien de sécurité, parce que là, tout le monde, lorsqu'il parle de ce dossier-là, mentionne « je l'ai lu ». En tout cas, ça serait... parce que la vérité, c'est qu'ils sont gênés de dire qu'ils ont voté une motion sans l'avoir lu. Mais si tu me trouves un juriste capable de lire une décision de cette ampleur en quelques minutes, présente-moi là, on va lui donner l'Ordre du Canada ipso facto, parce que c'est mathématiquement impossible. Et là, tu vois, c'est ça qui me fâche, parce que il aurait simplement pu dire « j'ai pas eu le temps de la lire, je me suis fait coincer par la motion, j'ai vu l'extrait, on a voté trop rapidement, mea culpa ». Et c'est exactement le mea culpa que fait Québec solidaire et les libéraux. Or, plutôt que de faire comme ses collègues, Saint-Pierre Plamondon, on a rajouté une couche en disant « le Parti libéral et Québec solidaire se sont excusés, moi je ne m'excuse pas ». Mais c'est du mauvais théâtre, c'est du mensonge, et ça va finir par le perdre, parce qu'il avait la réputation d'être modéré, d'être relativement neutre, d'être un gentleman, et là, on voit bien qu'il a employé la cassette populiste qui découle partout en Europe. Frédéric, un autre point soulevé par le juge Wagner intéressant, c'est les inquiétudes reliées à l'intelligence artificielle, parce que on apprenait dans son point de presse que certains avocats plaident parfois une jurisprudence qui n'existe pas. En fait, l'intelligence artificielle et les moteurs de recherche peuvent être des outils
bien utile pour les techniciens juridiques, mais parfois, ça peut également les mettre dans des situations embarrassantes. Oui, en fait, on en a déjà parlé hors d'onde, toi et moi. Là, tu sais ce que je pense de l'intelligence artificielle. Hein? C'est une menace, à mon avis, pour la démocratie, pour l'État de droit dans sa forme actuelle, hein, parce qu'il n'y a pas tellement de... À vrai dire, il n'y a aucun contrôle, ou à peu près. C'est une menace dans les universités, les histoires de plagiat. C'est une menace pour les concours. C'est une menace d'un point de vue artistique aussi, la voix d'actrices et autres. Et là, et je t'avoue que j'avais pas pensé à ce volet-là. On a un enjeu soulevé par le juge Wagner en matière judiciaire, à savoir, est-ce que c'est une vraie décision ou ce n'est pas une vraie décision? Et si c'est une vraie décision, est-ce que le résumé qui en est fait par l'intelligence artificielle est juste ou plus ou moins approximatif? Alors encore là, on tombe dans une espèce d'incertitude totale et complète. Et dans ce cas-ci, je crois que le pouvoir judiciaire devra probablement être avant-gardiste et protéger, si je peux dire, la fiabilité de ses sources, les sources étant ici, évidemment, sa jurisprudence. Parce qu'explique-nous comment ça se déroule. Je comprends qu'il y a différents volets dans le droit, mais lorsqu'on recherche la jurisprudence, qui fait ce travail et qu'est-ce qu'on utilise comme outil technologique pour trouver des jurisprudences dans des dossiers précis? En fait, il y a, par exemple, si on va à la Cour suprême, vous avez le site de la Cour suprême. Les gens, tes auditeurs, auditrices peuvent y aller immédiatement s'ils le souhaitent. Vous allez voir toute la liste des décisions de la Cour depuis toujours. Vous sélectionnez l'année ou vous tapez le nom d'un individu qui est une des parties. Et là, vous obtiendrez la décision en question. Vous avez des outils de recherche ici au Québec, là, des outils privés, parfois qui sont financés par le ministère de la Justice en partie. Et là, on peut obtenir cette décision-là qui est considérée comme étant, avant l'intelligence artificielle, ça n'a jamais fait aucun doute. Hein. Tu vas sur Soquige, par exemple. Pouf, j'ai trouvé la décision de la Cour supérieure, Tremblay contre Bérard. OK, bon, parfait. J'ai gagné. Ça va. Voilà. Oui, oui, mais t'en appelles. Ouais. Et donc, on cite, par exemple, un volet, un extrait de la décision Tremblay contre Bérard au juge X, et le juge a la décision parce qu'il y a la référence, là, par exemple, je sais pas moi, 3 CS de 1992, et ainsi de suite. Et donc, on a accès à tout ça. Mais là, avec l'intelligence artificielle, très clairement, on va se poser la même question qu'on se pose dans les autres domaines que j'ai soulevés tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et donc, ça va devenir un enjeu drôlement sérieux parce qu'il y a la crainte, évidemment, que des juges puissent rendre une décision basée sur une jurisprudence qui, franchement, est soit inexistante, soit qu'elle a été rapportée de manière erronée. Et en fait, ça nous ramène au sujet numéro 1. Il faut les lire aussi, ces décisions, pour être certain que la jurisprudence sera bien utilisée. Alors, ça nous ramène à ce sujet-là, c'est intéressant. Je veux qu'on termine en parlant du comité des parlementaires sur la sécurité nationale et les renseignements, qui affirme que certains députés ont commencé à aider sciemment ou parfois inconsciemment des acteurs étrangers, donc cette fameuse ingérence étrangère, peu après leurs élections, notamment en envoyant des informations. Il y a eu la Chine, l'Inde, dans tout ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences? Est-ce que ces personnes, ces élus reconnus, disons responsables d'ingérence, pourraient faire face à de la conséquences judiciaires, aux conséquences légales ou politiques? Là, on sait qu'il y a un projet de loi qui risque d'être adopté, en tout cas on le souhaite, relativement rapidement pour venir encadrer tout ça. Parce qu'actuellement, la difficulté, Frédéric, c'est si je te dis ingérence étrangère, qu'est-ce que ça veut dire, ça, au final? Hein, le spectre est excessivement large. Hein, par exemple, quand on a, je sais pas moi, un leader indépendantiste qui va en Catalogne puis qui dit votez oui, ou un leader ou un premier ministre qui va en Écosse disant j'appuie les Écossais, votez oui, est-ce que c'est de l'ingérence étrangère? Non, évidemment, d'un point de vue criminel, ça va de soi, c'est de la diplomatie. Mais à l'inverse, si on utilise des ressources pour influencer le vote en question, mais là, c'est peut-être autre chose. Rappelle-toi 2016, hein, on a su que le Kremlin était intervenu en faveur de Donald Trump contre Hillary Clinton. Hein, bon, dans le système électoral américain. Dans ce cas-ci, très clairement, c'est de l'ingérence. Un autre exemple plus récent encore, on sait que le Kremlin finance le ralliement national de Marine Le Pen. C'est sorti dans le Washington Post en décembre dernier. Pourquoi maintenant Poutine agit comme ça? Ben, imagine-toi donc que c'est très clairement parce qu'il veut avoir des ficelles sur lesquelles il pourra tirer par la suite. Donc, en d'autres termes, ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que là, je t'ai donné un exemple qui n'est pas de l'ingérence au sens fort, c'est-à-dire je m'en vais en Écosse disant votez oui, versus
le cas de Poutine qui, lui, est problématique. Et pour le reste, il y a une tonne de possibilités, une tonne d'illustrations qui sont plus ou moins abstraites. Si on a un député qui vient tout juste d'être élu et qui envoie de l'information, je ne sais pas moi justement au Kremlin, tiens, gardons cet exemple-là, là, ça devient un problème si c'est de l'information privilégiée. Sauf que s'il fait simplement faire un rapport à savoir quel est l'état de la situation au Canada de façon large d'un point de vue politique, est-ce que c'est de l'ingérence étrangère? Ben non, je pense pas. C'est une discussion peut-être diplomatique jusqu'à un donc, il y a certain une point. certaine zone grise, mais donc, on ne pourrait pas appeler ça excuse-moi, le mot est peut-être fort, de la trahison? Ben, écoute, les crimes de trahison ont déjà été prévus dans le code criminel, puis on pense par exemple à la guerre froide. Mais là, dans ce cas-ci, ce serait quoi de la trahison? Puis tu as raison t'as bien résumé mon propos. Les zones grises sont tellement puissantes que quand les zones grises sont trop fortes, le droit est souvent un peu impotent, est incapable de fixer des balises claires. Mais si on revient à ta question de trahison, ça serait quoi une trahison ici? Moi, je te donnerai un exemple. S'il y a quelqu'un qui, je sais pas moi, secrétaire parlementaire de Justin Trudeau, donc un élu, qui prend des documents secrets qu'il a obtenus de la part du SCRS, Service canadien des renseignements secrets, et envoie ça directement à Poutine par FedEx. Là, oui, je pense qu'on pourrait considérer ça comme de la trahison, mais encore là, de quels documents on parle? Est-ce qu'ils sont nécessairement secrets? Est-ce que c'est... Donc, tout ça pour dire que c'est excessivement difficile, et j'ai l'impression, moi, que ce projet de loi-là, même s'il est bienvenu, risque d'être très chancelant devant les tribunaux, parce que ceux-ci vont se dire, évidemment, on attendra de voir le projet en question, mais ceux-ci risquent de se dire, c'est parce que vous tracez cette ligne-là, je comprends, mais c'est très arbitraire, là. Et en plus de ça, est-ce qu'on aura la preuve ultimement pour démontrer que Joe X aura commis telle ou telle infraction? Ça aussi, c'est pas nécessairement évident. On va rester à l'affût, c'est un sujet qui est brûlant d'actualité. Frédéric Bérard, toujours un plaisir. On va se reparler dans la semaine menant la Saint-Jean-Baptiste, donc au plaisir de se reparler. Au Canada, Saguenay.